Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente L'Entretien, un podcast produit par Béline Dola et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Voilà, le metteur en scène vous dit « J'aimerais que vous interprétiez ce rôle-là ». En général, automatiquement, il y a une histoire d'amour automatique qui se tisse entre le personnage et vous. Et c'est un réflexe de comédien où celui-là, je vais le défendre à mort. Même si c'est la pire des crapules, eh ben, on va faire en sorte qu'il soit aimé. Nouvel épisode de notre série d'entretiens. Une fois par mois, nous prenons le temps d'évoquer la formation, le parcours de vie, de travail, avec l'un des artistes de la troupe de la Comédie Française ou avec un artiste invité à la Comédie Française. Et ce mois-ci, je suis très heureuse, je suis ravie de recevoir Christian Eck. Bonjour à vous, Christian. Bonjour. Alors, une enfance à Nivelles, ville francophone de Belgique, située en Wallonie, dans la province de Brabant, on dit Brabant, on Oui, dit pas le T. Vous bougez, vous dansez avant même de parler. Jeune homme, vous vous passionnez, Christian Eck, pour les sciences et vous rêvez en chercheur, en blouse blanche. Il en sera autrement, en tout cas pour l'instant. Comédien physique, plastique, comique et surtout comédien virtuose. Vous êtes également metteur en scène, marionnettiste et vous entrez à la Comédie Française en 2008 après un parcours déjà prolixe. Aujourd'hui, chacune de vos apparitions au plateau Salle Richelieu et ailleurs est attendue, applaudie par un public qui semble vous comprendre et que vous semblez comprendre en retour dans une forme de dialogue généreux et infiniment joyeux. Alors toute cette histoire, pourtant, comme souvent dans la vie, a commencé par une erreur. J'ai dit que vous rêviez en chercheur, vous vous inscrivez tout jeune homme à la fac de physique en Belgique et vous y êtes terriblement malheureux. Alors que c'était quand même votre objectif. Vous vous étiez dit, je vais faire des sciences. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'ai fait fausse route. J'ai fait fausse route, mais attention, hein, la matière me plaisait. Ce qui était enseigné me plaisait. Mais le milieu dans lequel j'étais, les étudiants qui m'entouraient, aussi sympathiques soient-ils, je sentais que c'était pas ma vie en fait. Comment vous dire ? C'est que le contenu m'intéressait, mais la situation ne me plaisait pas. Et je sentais bien que, à travers le regard des autres, j'étais un machin bizarre. Et donc je me sentais pas à ma place. Vous vous sentiez pas à votre place à cause du regard des autres ou parce que tout simplement quand même vous étiez comme une espèce de poisson en Les deux, l'eau. c'est un aller-retour. Quand on vous regarde de travers, déjà, ça fait on se sent déjà mal à l'aise. Je trouvais les gens d'un sérieux ennuyeux. Je suis désolé d'utiliser le mot ennuyeux parce que c'est des gens qui ont une intelligence que j'admire, mais un regard sur la vie que je trouvais un peu pesant. Un sérieux ennuyeux. Vous aviez déjà, à ce moment-là, peut-être maintenant vous l'avez un peu métabolisé en tant qu'artiste, mais vous considériez que le rire, c'était quelque chose d'important ? Oui. Jeune homme ? Oui. Enfin, je n'avais pas un discours... j'avais pas un discours sur la chose, mais je savais que je me sentais bien en société si je faisais rire mes camarades. Que ce soit au mouvement de jeunesse, à l'école... Ils n'avaient pas envie de rire à la fac. Non, ça marchait plus. Alors, votre mère, comme beaucoup de mères, savait des choses de vous que vous ignoriez, puisque c'est elle qui vous dit « tu as l'air bien malheureux, essaye de faire du théâtre » et elle vous encourage à préparer le concours de l'INSAS, qui est une très grande école de théâtre, de jeu en Belgique. Qu'est-ce qu'elle savait de vous, votre mère, que vous ignoriez ? Parce que j'ai lu et écouté des choses, vous dites, pour moi, c'était impossible d'être un artiste, en fait, d'être un acteur. Et elle voit ça en vous.
Oui, je ne la remercierai jamais assez. C'est un parcours un peu atypique parce qu'en général, il faut un peu se battre contre les parents pour faire ce genre de métier parce que ça fait peur, parce que aux yeux de tout le monde, c'est pas un vrai métier. À vos yeux, à vous, c'était pas un vrai métier à l'époque? Si, moi, je me posais pas la question. Je sentais que c'était loin du milieu dans lequel je vivais. Un milieu bourgeois où on fait des études, on va à l'université. Donc, Famille de médecins du côté de votre père. oui, c'est ça. Votre maman était professeure. Professeur d'éducation physique. J'étais pas formaté pour ça. Ça faisait pas du tout partie de mon milieu. Donc, je n'osais pas. J'étais un garçon assez obéissant quand même. Je n'osais pas me projeter. Je n'osais pas aller vers cette désobéissance-là. Et elle vous autorise finalement, elle vous encourage. Exactement. Elle a fait une sorte de volte-face à un moment donné, me voyant malheureux dans ma vie, dans mes études. C'est évidemment ce qui ne se passe pas habituellement, comme je l'ai dit précédemment. Et elle a senti en moi, je ne sais pas comment elle a fait. Je crois aussi que... Vous en avez parlé ensemble? Je crois que maman, elle aurait rêvé aussi faire ce métier-là. Mais à une époque où son papa était très sévère et déjà être une femme indépendante à son âge, elle a très vite travaillé, c'était déjà d'une certaine modernité, mais en plus, je crois oui c'est ça, elle suivait des cours de déclamation. Et son professeur avait été voir mon grand-père pour dire, vous savez, votre fille a un talent d'interprétation. Moi, je pense qu'elle pourrait être destinée à ce genre de métier. Comme quoi, et mon grand-père a tout de suite mal réagi, étant trop classique, étant trop vieux jeu, entre guillemets. Encore, c'était l'époque. Et n'a pas voulu que maman fasse des cours d'art dramatique. Et maman aussi était une très bonne danseuse. Et finalement, elle s'est rabattue sur l'éducation physique. Donc je crois que c'est aussi... c'est un peu une projection de maman aussi. Elle vous a emmené voir Béjart, à l'époque où il était en Belgique. Elle vous emmène au théâtre. Oui. Elle fait votre éducation. Oui, oui. Elle vous montre que c'est possible. Malgré... Enfin, c'est une éducation malgré soi. C'est-à-dire que c'était sa passion d'aller au spectacle. Et quand... Mon père n'était pas libre parce qu'il était médecin, qu'il avait beaucoup de travail, qu'il était de garde à l'hôpital et tout ça. Elle me prenait avec elle. Et c'était des beaux moments. Hein. Elle m'emmenait à Paris aussi. Je crois une fois tous les 6 mois, on allait passer le week-end à Paris. Et on faisait des musées toute la journée. Et le soir, on faisait un soir théâtre privé, un soir théâtre public. Ah oui, c'était réglé comme ça. Oui. Mais bon, parfois j'allais... Et vous vous ennuyez pas? Si, parfois oui. D'ailleurs, la première fois que je suis venu à la Comédie Française, je me suis endormi après une journée de musée dans les pattes, parce qu'on exploite les journées un maximum, comme des bons touristes belges disciplinés. Et je me souviens, j'habitais à la Comédie Française, j'en avais pas gardé un souvenir... merveilleux à l'époque. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous êtes jeune homme, vous rentrez à l'INSAS, puisque vous rentrez à l'INSAS, c'est quoi votre... je sais pas, qu'est-ce qu'il y a sur les murs de votre chambre de jeune homme? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui façonne votre esthétique? Qu'est-ce qui vous plaît? Je crois que c'était pas Molière qui vous plaisait à l'époque. Non, j'étais pas un littéraire. Je ne le suis toujours pas assez. J'ai du mal à lire un livre, tel que vous me voyez, tel que vous m'entendez. C'est pas grave, ça. Alors ici, dans nos métiers, c'est quand même un peu compliqué. Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que j'aimais? J'aimais le hip-hop, le breakdance, donc... vous dansiez, hein? Oui, j'aimais bien cette manière de s'exprimer. La bande dessinée, le dessin, la danse, les arts visuels, la musique électronique. Vous n'étiez pas dans un académisme fou. Mais non, pas du tout. Et l'INSAS, c'est, expliquez-nous, donc c'est une grande école,
Donc c'est l'Institut Jaco van der Mel, et Jaco van Chantal der Mel, Akerman. Benoît Poelvoort, Voilà. etc., etc. Est-ce que c'est aussi académique, par exemple, que le conservatoire ici à Paris, ou est-ce qu'il y a une ouverture? On a parlé ici de l'école d'Anvers avec Guy Cassirs. Oui. Ça semblait être plus ouvert. Il y avait... Mais déjà, c'est une grande école parce qu'elle n'a pas qu'une section théâtre. Hein. Donc c'est l'Institut national supérieur des arts du spectacle. Et la section théâtre est une petite section dans cette école où il y a la mise en scène, tac, et interprétation dramatique, idée. Ça, c'est les deux classes qui composent la section théâtre. Et puis il y a la section cinéma qui est énorme, où il y a la réalisation, script montage, chef-op, ingénieur du son. Vous aviez choisi la section théâtre. Oui, en fait, en comédien, il n'y avait qu'au théâtre. Il n'y avait pas comédien de cinéma. Il n'y avait pas une différence entre les deux. Interprétation dramatique n'était que dans la section théâtre. Et c'est vous qui choisissez interprétation dramatique ou vous êtes fléché Non, c'est moi. Je ne me voyais pas... metteur en scène. Metteur en scène. Non, ni réalisateur. Les choses changent. Oui, les choses changent, mais ça s'est passé en douceur, dans le bon ordre pour moi. Donc vous aimez donc, les dessins animés, le breakdance, le pop. Je devais peut-être avoir lu une pièce de théâtre avant de me présenter à l'examen d'entrée. À l'école. Oui, à l'école. Parce que vous savez, comme j'ai fait, je ne sais pas comment on traduit dans les études françaises, sciences A, je faisais donc maths physique en... Vous étiez un vrai matheux. Oui, voilà. Vous étiez un vrai scientifique. Et donc, les scientifiques, les gens qui présentent une fascination pour les sciences, en général, les enseignants ne vont peut-être pas être un peu fâchés avec ce que je vais dire. On ne leur donne pas les meilleurs profs de français. On leur donne pas les meilleurs... On vous a pas donné envie, en fait. Non, voilà. Parce que moi, c'est les professeurs qui m'ont donné envie. Et du coup, voilà, j'étais pas très motivé. Donc, j'ai dû quand même lire pour présenter mon examen d'entrée un petit peu de Molière, hein, pour choisir une scène. C'est voilà. Votre introduction à Molière, Linsas Non, hein, quand même, j'ai été éduqué en francophonie. On parle de Molière quand même dans toutes les écoles francophones. Est-ce qu'en Belgique, Molière est aussi statutaire qu'en France ? Quand on fait des études francophones. Tout est moins statutaire en Belgique. Je veux dire, la langue c'est pas sacré saint, parce que c'est un pays multilinguiste, en plus traversé par plein de langues. C'est un petit peu un pays carrefour. C'est pas vraiment un pays, c'est un carrefour. Du coup, on vénère moins, ou en tout cas il y a moins le sens sacré, surtout des vieux auteurs connus, décédés. C'est sacré ici, surtout ici à la Comédie Française. C'est mon saint patron, Molière. Mais en Belgique, on les traite de manière plus légère, on va dire. C'est pas plus mal. Non, c'est une autre manière c'est une autre vision des choses. Alors, vous dites qu'en préparant le concours de l'INSAS, vous vous rendez compte, parce que vous assistez à d'autres auditions, aux auditions d'autres impétrants, qu'ils sont aussi bons, voire moins bons que vous. Vous réalisez qu'en fait, peut-être que c'est possible pour vous. Oui, je me faisais une idée. Oh là là, il y avait des centaines d'élèves qui venaient présenter leur examen d'entrée, qui venaient des quatre coins de la francophonie. Il y avait des Français, des Suisses, parfois même un Canadien. Enfin bon, bref, j'étais impressionné. Je me dis, oh là là, tous ces gens doivent savoir déjà faire bien les choses. Et on avait le droit d'assister aux examens des autres récipiendaires. Et je me suis assis dans la salle pour regarder. Et c'est vrai. Je me dis, oh mon Dieu, mais ils ne jouent pas bien du tout. Enfin, je les trouvais très, très maladroits. Et je me suis dit, mais tiens, j'ai peut-être une chance alors de réussir cet examen d'entrée. Mais je faisais du théâtre un peu comme un danseur. Hein, c'est-à-dire que je bougeais énormément. Je parlais, mais en bougeant, je m'exprimais surtout corporellement. Mais même si j'ai été pris dans cette école, les professeurs m'ont dit... on vous a pris parce que ça nous semblait intéressant, mais
Mais il va falloir quand même se maîtriser, monsieur Eck. Pourquoi? Parce que c'était un peu foufou. Oui, enfin, c'était tout ça. Oui, c'était que corporel. Je ne m'expliquais que corporellement. Si vous n'aimiez pas lire, ça passait par le corps. Oui. Pas par la langue littéraire, la oui, langue voilà. corporelle. Mais ils m'ont quand même appris à apprécier le texte quand même. Sinon, j'aurais dû peut-être être juste danseur. Mais le texte, il y avait quelque chose qui m'attirait dans la comédie, dans le fait d'être acteur plutôt que danseur. Tout était un peu intuitif, là. J'entends qu'en fait, c'était pas des choses qui étaient posées dans votre esprit. Non. Vous y êtes allé étape par étape, oui. avec une intuition plutôt bonne, finalement. Mais vous, à ce moment-là, vous faisiez du mime? Il y a un moment où vous faites du mime en tant qu'amateur. Mime, de la danse. Je faisais 2 choses artistiques avant de les faire de manière officielle. Je faisais de la musique, je faisais du saxophone. Et pendant les vacances d'été, j'allais faire des stages de mime. Qu'est-ce qu'ils font à l'INSAS de toute cette polyvalence? C'est-à-dire, vous arrivez, vous bougez, vous jouez du saxophone, vous faites du mime. Qu'est-ce qu'ils font de ça? Est-ce qu'ils arrivent à en faire, à faire dialoguer ça avec une formation peut-être plus académique, le texte? Oui, bien que c'était pas une formation si académique que ça. Puis c'est toujours intéressant d'avoir des classes où il y a une polyspécialité dans les élèves. Vous étiez un peu singulier, en toute honnêteté, avec toutes ces pratiques que vous cumuliez. Vous étiez un peu singulier, même à l'INSAS. Oui. Mais ça allait à l'INSAS. Oui, vous savez, par exemple, le cours de masque, j'étais pas singulier du tout dans le cours de masque, parce que j'étais tout à fait dans mon élément. Mais ce qui était passionnant dans cette école, c'est qu'on s'échangeait. On était une super classe, on s'entendait vraiment bien. On s'échangeait un petit peu nos spécialités, comme on le fait un peu ici à la Comédie Française. Dans les groupes unis, dans les troupes unies, cette circulation est très agréable. Vous savez, j'ai beaucoup aimé mon école, l'INSAS. Mais une école, il n'y a pas uniquement des bons et des mauvais professeurs. Il y a des bons et des mauvais camarades. Comme c'est un métier où on partage les choses, on partage le plateau, la connexion et l'entente entre les acteurs, actrices, elle est aussi importante que le fait d'avoir un très bon enseignant. En fait, ça fait 50-50, je vais dire. Vous avez gardé des contacts avec cette bande-là? Oui. Ouais. Et alors vous passez par cette école, c'est une très belle expérience. Vous travaillez en Belgique. À 30 ans, vous faites le choix du cirque. C'est-à-dire que vous allez faire du cirque parce que la piste est circulaire et qu'on vous voit en 3D. Et pas à l'égyptienne, comme sur un plateau de théâtre. Exactement. Et ça, c'est une espèce d'absolu pour vous. Oui, c'est très mégalo. Hein. C'est existé, c'est joué en 3 dimensions. Qu'est-ce que ça change pour l'acteur? Ce qui n'existe nulle part, même pas au cinéma. Bah non. On est vu de partout. On peut jouer avec le dos. On joue avec le dos. On a une conscience du jeu en volume. Comment on joue avec le dos? Il y a un truc. Il y a un truc, c'est-à-dire qu'on joue de face. Enfin, on joue pour les personnes qui sont côté visage. Et puis, on sent qu'il y a quelqu'un derrière. On se retourne et on redistribue ce qu'on a joué d'un côté de l'autre. On a un petit peu ça. Dans les scénographies bifrontales. Mais au cirque, on est au fond de l'entonnoir. Le public est la paroi de l'entonnoir, donc on est vraiment le centre d'un... Et ça fait pas une trouille folle de se retrouver à nu comme ça? Mais si, mais c'est plus la trouille est grande, plus... L'expérience est forte? Oui, exactement. En plus, comme évidemment au cirque, je faisais plutôt des choses burlesques et clown. J'étais plutôt dans la catégorie clown. Clown rouge ou clown blanc? En fait, j'avais trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais moi j'avais rencontré une clown rouge, Auguste, qui cherchait un partenaire, et moi j'en avais un petit peu ma claque du théâtre et des téléfilms
mon travail d'acteur. J'avais un petit coup de mou. Et cette clown cherche un partenaire et j'ai accepté de l'accompagner, de faire... J'ai dit, tiens, je vais essayer le cirque. Et on a monté une petite compagnie et on a commencé à travailler. On a travaillé des numéros de clown. Et comme elle avait des contacts avec les circassiens, on a commencé à travailler chez Romanes Bouglione, une branche des Bouglione du côté gitan, qui exerçait à l'époque derrière les cinémas Clichy. Il y avait un terrain vague et j'y allais tous les week-ends. Vous faisiez la route? Oui, faisais la route. On jouait que le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et puis je rentrais. Ça, c'est le début du cirque. Et après, on a fait le festival du cirque de demain au cirque d'hiver, qui est une grande réunion de circassiens qui se fait une fois par an. Une grande vente de numéros. Mais déjà, on avait été sélectionnés pour représenter la Belgique dans ce grand festival. Bref, voilà. C'est une expérience qui a duré 1 an. Et après, alors, on va pas reprendre tout votre CV parce qu'on n'aurait pas fini, mais il y a donc tout un moment aussi où vous allez apprendre les marionnettes. Vous entrez dans une compagnie, la compagnie de Philippe Gentil. Oui, c'est plus tard. C'est une expérience qui va marquer la suite. On y viendra, mais c'est ce que vous faites avant d'arriver à la Comédie Française, avant d'arriver à Paris vraiment. Et... J'étais déjà à Paris, j'étais déjà à Paris avant, mais la compagnie Philippe Gentil était la compagnie dans laquelle j'étais au moment où Muriel Mayette m'a proposé d'entrer à la Comédie Française. Et donc, lui est marionnettiste, entre autres. C'est lui et uniquement lui qui m'a injecté le virus de l'art de la manipulation. J'avais déjà quand même un certain âge, j'avais dans les 45 ans quand même, j'avais l'âge que j'avais. Et j'ai vu une annonce comme quoi la compagnie Philippe Gentil organisait un stage. Et moi, j'avais vu des spectacles de Philippe Gentil et je trouvais ça extraordinaire. Et je m'étais inscrit à son stage. J'étais comme déjà le plus vieux des stagiaires. À la fin des 15 jours de stage, il m'engageait dans un spectacle Boliloque, dans un spectacle où il n'y avait que 3 interprètes. Et les répétitions chez Philippe Gentil, à l'époque, c'était des très longues répétitions, ça durait 6 mois, une demi-année pour monter un spectacle. Ouais. Ça existait encore à l'époque. C'est pas facile, 6 mois, mais... Pourquoi ? Parce qu'il y a des creux et des... Ben oui, à trois, on tourne parfois un peu en rond. Mais en 6 mois, on a vraiment le temps... c'est une école, en fait. Il était tellement passionnant qu'il m'a vraiment donné le goût de la marionnette. C'est un art technique difficile, la marionnette ? Parce que quand vous êtes arrivé ici, on fait un énorme, pas de géant, mais avec 20 milieux sous les mers, et qu'il a fallu montrer à vos camarades d'ici qui n'en avaient jamais fait, certains disent que c'était quand même un peu vertigineux. C'est 6 mois pour monter un spectacle de marionnettes, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'extrêmement technique et précis. On est au-delà du jeu. Oui. Mais oui, au-delà du jeu, bon, il y a l'aspect technique, mais ça ne va pas... Il y a la connaissance technique avec la lumière particulière, et les costumes à utiliser, les matières qui sont invisibles dans l'ombre. Il y a toutes ces techniques-là. Puis il y a l'art lui-même de la manipulation, qui est un art qui est proche du jeu. Ça fait partie, pour moi, des arts indispensables à connaître quand on fait de l'art vivant. Disons qu'ici, on est à la Comédie Française. Notre art premier, c'est l'art dramatique. Mais on chante. On est dans un studio de on est musique. D'ailleurs voilà. On est justement dans le studio chant où les gens viennent s'entraîner le matin à chanter. On danse. Il y a la magie et il y a la marionnette. Tous ces arts font partie des arts vivants et sont des outils pour moi extrêmement importants qui viennent compléter l'art du comédien. Oui, mais exactement. Quand vous arrivez en 2008, ici, est-ce qu'on en est déjà là ? C'est-à-dire, les gens chantent moins, dansent moins et ne font pas de marionnettes. Non, et en plus, maintenant, il commence à y avoir une mode de la comédie musicale qui est en train d'arriver. Oui. En 2008, ce n'est pas le cas.
c'était pas encore, pas en France, c'était un peu en sommeil. Pourquoi vous dites oui à Muriel Mayette alors? Ah ben pour faire l'expérience. Hmm. Elle était venue me voir, je jouais le spectacle de Philippe Gentil au Rond-Point. Elle me demande de se voir pour qu'elle me parle d'un engagement possible à la Comédie Française. Ah, je dis, mais avec plaisir, mais venez donc me voir au Théâtre du Rond-Point. Oh, mais elle me dit, vous savez, j'ai beaucoup de travail, hein. J'ai 3 salles à gérer. Et puis finalement, elle est venue, et voilà. Alors, je vais terminer l'art de la manipulation, et après, parce que je me suis un peu... Je vous ai égaré. Oui. L'art de la manipulation est un moyen d'expression, de jeu. C'est-à-dire qu'on parle avec ses mains, c'est tout. Oui, mais il y a un médium, il y a un objet Oui, il y a un qui intervient entre vous et le public. Oui, la marionnette, ça va être le prolong d'expression. C'est-à-dire que les mouvements que les comédiens font, ils vont passer par les mains et ils vont être prolongés par la marionnette. C'est un amplificateur de mouvement, en fait. Et moi, je le dis souvent, c'est un art que j'aime beaucoup parce que grâce à la marionnette, on peut faire des mouvements que notre propre corps est incapable de faire. De par Même le vôtre. Oui, de par sa souplesse limitée et de par son poids. Il y a une vitesse d'exécution qu'on peut atteindre avec la marionnette parce qu'elle est faite en matériaux légers. Et nous, on est quand même un peu lourd. Et puis on peut faire plein de choses sans que ça coûte de l'argent. On peut s'envoler avec une marionnette. Enfin on peut faire plein de choses. C'est une forme augmentée de votre personne. Oui, surtout que je suis particulièrement passionné par la marionnette hybride. La marionnette hybride, c'est une moitié comédien, moitié marionnette. C'est-à-dire qu'il y a une partie du comédien qui est visible dans la marionnette. Ça peut être le visage. Ça peut être les mains, ça peut être les pieds. Votre personnage pour Canal+, ben c'est ça, c'était une marionnette hybride. Monsieur Herck. C'est ça, une marionnette hybride. Et la marionnette hybride est extrêmement expressive, parce que même si elle est faite en caoutchouc, elle peut s'étirer. On est à la lisière entre le théâtre et le dessin animé, parce qu'on peut se déformer. Mais alors, quand on peut faire des personnages comme ça, si démesurés, si extraordinaires, il faut que le visage y suive l'hyper-expressivité du corps. Et du coup, il faut un visage aussi hyper expressif. Ce qui m'arrange, puisqu'on m'a toujours un peu reproché d'en faire de trop. Par contre, dans la marionnette hybride, on en fait rarement de trop. On vous a reproché d'en faire trop. À l'école, après, non. canaliser. Il faut me canaliser sur un plateau. Bon, maintenant, j'ai l'âge que j'ai. Je me suis auto-assagi. Je fais... Vous attendez ça des metteurs en scène qui vous canalisent? Parce que vous proposez beaucoup au plateau, vous, en tant qu'acteur, en tant que comédien. Oui. Vous aimez bien proposer des choses. Oui. Et après, vous attendez quoi? Que le metteur en scène range un peu la chambre? Oui. Qu'il fasse son marché. Ça, je prends, ça, je ne prends pas. Ça vous vexe pas s'il ne prend pas? Ah non. Ah non, bien sûr. J'avais un professeur qui disait l'art sort de la contrainte. Oui, il faut être canalisé. Ça, c'est une des choses principales vous concernant, que vous attendez d'un metteur en scène? Oui. Il arrive à... C'est une des choses que j'attends d'un metteur en scène. Et quoi d'autre? Moi, j'aime bien J'aime bien les metteurs en scène qui travaillent avec ce qu'ils ont en face d'eux. En fait, il y a 2 types de metteurs en scène comme il y a 2 types de comédiens. Il y a des types de metteurs en scène qui ont déjà tout calculé. Attention, je dis calculé... Anticipé. Anticipé, mais ils ont déjà presque, à l'inflexion près, ils ont déjà décidé comment ils vont diriger, quelles intentions ils vont demander aux comédiens à tel et tel moment. Je ne parle pas de l'idée générale du spectacle, l'esprit dans lequel ils vont monter les scènes, c'est autre chose. Mais qui sont déjà très, très obtus dans leur idée qu'ils ont de l'interprétation des personnages. Et du coup, ils vont arriver dès le départ de la répétition et ils vont imposer leur manière de voir aux comédiens. Et il y a les metteurs en scène qui aussi préparent leur mise en scène, mais avec une certaine flexibilité. Ils disent ça, je vais le trouver avec le matériau que j'ai en face de moi. Et ça va être un aller-retour avec les comédiens. Mais pour ça, il faut des comédiens proposants. Et il y a aussi, du côté des comédiens, 2 types d'acteurs. Moi, j'appelle les interprètes classiques et les interprètes jazz.
les interprètes classiques, ils vont être magnifiques pour suivre les indications d'un metteur en scène et interpréter ce qu'on leur demande. Et les comédiens jazz qui, eux, vont de temps en temps swinguer, improviser, ils vont être un peu plus élastiques, un peu plus malléables. Ces comédiens-là vont très bien fonctionner avec ces metteurs en scène-là, par exemple. Quand vous jouez Bousin dans Le fil à la patte, Oui. Jérôme Deschamps, qui a été un moment marquant dans votre parcours, Oui. c'est votre deuxième Molière avec Feydeau, parce que vous en avez Oui. eu un jeune homme, Oui, oui. vous en avez un 10 ans après. C'est ce qui se passe entre vous et Jérôme Deschamps. Il joue avec son comédien de jazz, Ouais, on est sur du jazz. et Oui, oui. et vous jouez avec votre personnage, qui est une vraie rencontre. Oui, oui. Oui, oui, oui. Vous Bah, récupérez Bousin après Robert Hirsch. Après, voilà, c'est comme ça. bon, il y a des rencontres de personnages plus ou moins heureuses, même si automatiquement, quand on vous donne un texte et qu'on vous dit, voilà, le metteur en scène vous dit, j'aimerais que vous interprétiez ce rôle-là, en général, automatiquement, il y a une histoire d'amour automatique qui se tisse entre le personnage et vous. Et c'est un réflexe de comédien où celui-là, je vais le défendre à mort, même si c'est le pire, si c'est la Bousin, pire, il est- même si c'est la pire des crapules, Oui. comme Goubetta, par exemple. Gubetta dans Lucrèce dans Borgia, Lucrèce votre Borgia, personnage. eh ben, on va faire en sorte qu'il soit aimé. Enfin, moi, c'est le réflexe que j'ai. On va le Quand défendre. on aime les méchants, c'est que le comédien est bon. Hein, quand même. Non, mais on va le défendre. Ouais. On va le défendre parce que, par exemple, les méchants, pour parler de manière naïve, si le spectateur a un rejet vis-à-vis de cette manière de jouer, de cette méchanceté, il ne va pas reconnaître sa propre méchanceté. C'est-à-dire que le message ne va pas passer. Par contre, si vous avez une crapule et que le personnage, que le spectateur a de l'empathie pour cette crapule, ça veut dire qu'il y a un message qui est passé. Il y a un petit morceau d'humanité qu'on vient de comprendre. C'est ma théorie. Un méchant, c'est stérile. Un méchant insupportable est stérile. Alors Bousin, il n'est pas méchant, Ah mais non, il est quand non, même. il est bête. La oui, bêtise il a des est défauts. la bêtise est aussi passionnante. J'adore la bêtise. Oui. La bêtise, c'est nous, c'est l'humanité. Enfin, Vous n'aimez pas la perfection, hein, Christian Hec, c'est pas votre truc. non, la les gens perfection, nickel, c'est non, pas la votre perfection truc. lisse m'ennuie. La bêtise me passionne. Et Bousin, c'est un C'est une grand... forme, c'est un grand malade. Hein. On est sur une bêtise névrotique. Il est un peu fou. Enfin, oui, il est un peu fou. Il est inconscient, on va dire. Il ne se rend pas compte de l'autre. Il n'est que sur lui. Il est assez prétentieux. Et vous avez défendu corps et âme ce personnage. Oui, alors ce que je veux dire, parce que je pars un peu dans tous les sens, il y a parfois, du tout. il y a parfois des rencontres avec un personnage qui est plus magique qu'une autre, parce qu'on le comprend profondément. Bousin, j'aimais profondément ce personnage. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Bon, il faudrait sans doute faire de la psychanalyse. Vous avez eu envie de le défendre. en Oui, tout cas. énormément. Et du coup, comme Jérôme Deschamps a le sens de l'improvisation, le sens de développer les situations comiques, il me laissait une certaine liberté. Et en plus, le personnage est écrit comme ça. Il y a des didascalies dans le texte de Feydeau où c'est pas très précis ce que fait Bousin. Il y a des longues pages qui sont juste des didascalies. Mais c'est pas ce qu'il C'est un fait. peu à la libre interprétation Un petit peu. du comédien. Surtout, essentiellement, la première entrée de Bousin, il a un peu le champ libre. Montez. Enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Bousin, vous vous rappellerez? Oui, oui. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Oui, oui. Si monsieur veut entrer, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement, oui. Allons, bon, voilà qu'on sonne à la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. Oh non, non, oh. Non, non.
Non, je dis, c'est le Figaro que Madame lit. Oui, monsieur. Oui. Ah, journal bien fait. Ah, Ah, journal très bien fait. Il y a justement à la 4e page une nouvelle, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lue. non, monsieur, non. Non, pardon, si vous voulez me permettre, voilà. Au courrier des théâtres, assez intéressant, il y avait... Ah, oh, oh. Ah, voilà. Voilà. Tous les soirs à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya, dans sa chanson « Il m'a fait du pied, du pied, du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé ». Alors, vous prenez la balle et vous partez jouer avec. Il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que vous rencontrez votre personnage et le public vous rencontre. C'est quand même un changement... c'est un changement notable. Vous devenez un comédien visible. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Il y a ce prix d'interprétation, mais il y a une forme de notoriété, on va dire ça comme ça, qui émerge. Et vous avez un âge certain, puisque vous aviez donné votre âge au moment où vous rentrez à la Comédie Française. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, Christian Eck ? Parce qu'ensuite, des prix, il va y en avoir... Voilà, je vais pas insulter votre humilité, mais il va y en avoir un certain nombre. Oui, mais en fait... Ça change quoi, ça ? Mais en fait, ça change pas. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que tout était progressif. J'ai pas connu un pic d'un coup, même si c'est pas une pente tout à fait lisse, mais comme par exemple le fil à la patte, ça m'a fait un peu plus connaître qu'un autre spectacle. Mais depuis la Belgique, je suis sorti de l'école, j'ai eu un prix, j'ai eu des prix au début de ma carrière. Dans la notoriété, puisqu'il faut parler de ça, puisqu'on parle de ça, ça a été toujours progressif. Ça a été jamais un pic subi. Donc pas traumatique. Non, pas traumatique, et où la maturité permet de gérer cette chose qui, parfois, quand elle arrive d'une manière trop violente, peut un peu déstabiliser la personne. Et donc, j'ai toujours gardé la tête froide avec ça, parce que c'est essentiel de continuer à travailler simplement. On fait des allers-retours dans le temps, mais en 2004, vous jouez dans Muséo, Musée Bas, vous rencontrez Valérie Le Sort, avec laquelle, je crois un peu comme ça, par hasard, enfin en tout cas, vous créez ce personnage pour Canal+, dont on parlait, Monsieur Herck, et puis qui est une marionnette hybride. Et en 2015, vous mettez en scène tous les deux 20 milieux sous les mers pour la Comédie Française, au Vieux Colombier. Vous mettez en scène, vous interprétez Nemo, le capitaine Nemo, et vous faites rentrer les marionnettes à la Comédie Française. Je crois que c'est la première fois. Et c'est un succès énorme. Il y a déjà eu des approches marionnettiques, même à Richelieu. Mais, vous formez vos camarades. Mais ici, oui. Mais ici, la manipulation était poussée quand même plus loin. C'était vraiment un apprentissage en tant que tel. Quel plaisir vous prenez à mettre en scène, là, dans cet endroit où vous travaillez depuis des années ? Mais je vais vous le dire. Bon, d'abord, aucun. L'horreur. D'abord, à part les petites pastilles pour Canal+, que j'ai fait avec Valérie Le Sort, c'était, pour Valérie et moi, notre toute première mise en scène. On s'est découvert metteur en scène, l'un et l'autre, ensemble, sur 20 minutes sur les mers. Évidemment, je ne vais pas vous cacher qu'on avait une certaine appréhension de se retrouver face aux comédiens de la Comédie Française, à mes camarades, à mes collègues, à mes copains. D'un coup, se dire, tiens, voilà, maintenant, je ne suis plus un collègue, je suis le gars qui va te dire, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Oui, c'est toujours étonnant d'observer ça. C'est-à-dire un camarade qui prend la place de celui qui dit. C'est pas si confortable que ça. La première fois, non. Pas la première fois. Après, maintenant, il y a une habitude qui s'est faite, mais la toute première fois, non. Et puis, on avait, Valérie et moi, on était impressionnés par avoir ce poste-là devant ces acteurs-là.
C'est drôle que vous disiez ça, parce que vous en faites partie, cette troupe. Vous savez, Oui, mais... ce niveau d'excellence, vous l'avez. Donc Oui, mais tout d'un coup, ça vous l'avoir impressionne. et jouer avec et le diriger, ce n'est pas pareil. Surtout, oui, voilà, surtout parce que quand on est metteur en scène, en général, on est censé avoir une longueur d'avance. C'est-à-dire, dans l'idée qu'on se fait de ce Oui, que ça va être. Oui, exactement. Et là, c'était pas le cas. Si, mais en fait, je vais essayer d'être clair. Ça nous rassurait, Valérie et moi, d'avoir un autre art où personne ne connaissait rien, où on avait tout à raconter, on avait tout à apprendre. Ça nous rassurait. Parce que là, on n'allait pas avoir... Oui, mais ça, moi, je ne ferais pas comme ça. Non, c'était des acteurs. Ah, moi, je ne sais rien. Racontez-moi, expliquez-moi, c'est quoi une marionnette, comment on la manipule, qu'est-ce qu'on fait. Ça nous rassurait, en fait. Et en plus, quand on avait présenté le projet à Éric Ruff, il nous avait dit, je suis partant, mais à une condition, c'est que vous n'engagiez pas de manipulateurs professionnels dans ce spectacle, mais que vous appreniez la manipulation aux acteurs du français. Et comme on n'avait pas fini l'écriture avec Valérie de ce spectacle, après, on a parachevé notre écriture en calculant le moment où les acteurs étaient sur le plateau et au moment où il y avait des marionnettes, pour toujours avoir des mains de réserve, puisque c'était les acteurs eux-mêmes qui, quand ils n'étaient pas en lumière, étaient les manipulateurs. Donc on a orienté notre écriture en fonction de la commande. Et alors, donc c'est un succès fou, c'est repris et Mais ça se joue, ce spectacle à 10 ans. Il est en tournée. Il est en tournée en France, encore maintenant. Et là, je reviens de Chine, où j'ai monté 20 milieux sous les mers avec des Chinois. Donc ce spectacle n'est pas terminé. Alors dites-moi, monsieur le capitaine Nemo, comment fonctionne votre Nautilus? Il est un élément puissant qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui, il me chauffe, il m'éclaire, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. Est-il Dieu possible? Ah oui, oui, comme dans l'ampoule. Une ampoule, conseil, avec un P. Mais comment on respire? Parce que moi je sens comme un poids là au niveau du sternum. Je remonte régulièrement à la surface afin de renouveler l'air du Nautilus. Oh, messieurs! Voici de quoi nous sustenter. Philippos, mon fidèle second, est un fin cuisinier et a tenu à vous concocter sa spécialité en l'honneur de votre premier repas parmi nous. Libre. Ben, Philippos! Scoussoum! Alors, qu'est-ce que quoi? Tutti frutti, parapicadipolote. Macédoine de mandibule avec sa glaire d'huître et... Conque à toi la poiscaille, à la quadasticette. Bernie concassé avec son émulsion de semences de cétacés. La cochaille. Grosse appétit. Il est à part dans votre histoire, ne serait-ce que parce que c'est votre première collaboration avec Valérie Le Sort et qu'il va y en avoir tout un tas d'autres. C'est pas Votre première mise en c'est pas scène. ma première collaboration avec Valérie, puisqu'on avait fait Canal+ avant. C'est une première mise en scène, donc c'est un spectacle fondateur, comme on dit. C'est un spectacle qui a touché le public. Oui, mais touche le public. vous savez, j'ai pas de préférence. Je les aime tous, hein, de manière égale. Parce que là, on commence à en avoir fait beaucoup. Ouais. Et ils ont tous fonctionné. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais je les aime tous. Il y a eu des opéras, Oui, en fait... La Mouche. Oui, il y a La Mouche, il y a Les Sœurs Hilton. Les Sœurs Hilton, c'est votre dernier. Oui, il y a Gulliver, que Valérie a adapté elle seule. Et puis il y a Le Bourgeois Et Gentilhomme, puis il y a Le Bourgeois Gentilhomme, oui. qui est quand même, que vous reprenez bientôt, Salle Richelieu, et qui est... oui, ça, c'était ici. Et c'est une grande histoire aussi. Oui. C'est un peu votre deuxième bousin, ce monsieur Jourdain. Oui. C'est aussi... absolument jubilatoire de vous voir avec ce public, dans un dialogue jouissif, en Oui, fait. c'est aussi une belle rencontre. Oui. C'est aussi une belle rencontre, mais en plus, avec une mise en scène
où on a les mains dedans. Enfin, où il y a un esprit global aussi en plus. Il y a pas que C'est-à-dire moi acteur, il y a Valérie et moi qui avons pensé cette mise en scène. Donc c'est encore plus moi. Ce spectacle, comment vous aimez le décrire? Vous en avez beaucoup parlé déjà. Oui. Mais d'abord, je voulais terminer la chose précédente. En fait, il y a 2 catégories de spectacles de Valérie et moi. Il y a les commandes, parce que vous avez parlé de l'opéra. Ouais. Ça, c'est les commandes. Il y a combien d'opéras? Il y a le Domino Noir, j'ai une liste sous les yeux. Ercole et Amante. Voilà. Et il y a la petite boutique des horreurs, qui est, on va sur la comédie musicale, là. Et puis après, Valérie, elle a fait des opéras seules. Elle vient de faire les Contes de Perrault à Reims, qui arrive à... Quand elle travaille seule, ça vous embête, ça vous frustre? Ah, mais ça dépend quel projet. Il y a des projets où je me dis, tiens, j'aurais pu être dedans, mais je ne peux pas suivre son rythme et être comédien à la Comédie Française, ce n'est pas possible. On doit quand même se séparer par moment, on ne peut pas être tout le temps collé. Déjà, on s'entend de manière miraculeuse dans le travail, mais il ne faut pas pousser le bouchon. Parfois, on a besoin d'aller rencontrer comme d'autres personnes et de travailler avec d'autres personnes pour se retrouver après. Votre duo, vous le décrivez comment? Comment il fonctionne? C'est quoi sa mécanique? C'est une chose que je ne m'attendais absolument pas. C'est une chose inopinée qui est arrivée dans ma vie. C'est d'abord une histoire d'amour, et ça l'est toujours. Et c'est pour ça aussi que ça marche? Non, parce qu'il y a des gens qui sont amoureux et qui Ouais. peuvent pas travailler ensemble. C'est une rencontre totale, en fait. Que ce soit en amour ou que ce soit en idée artistiquement aussi. Elle dit que il manquait quelque chose à sa pratique et que c'était la mise en scène et elle l'a découvert avec vous. Ah ben, moi, j'étais pas metteur en scène avant de la rencontrer. Je m'en sentais incapable. D'ailleurs, Vous vous êtes fait advenir l'un et l'autre comme Oui, metteur en oui. scène et comme créateur. oui. Et la différence entre elle et moi, c'est que elle peut être metteur en scène seule. Et vous pensez que vous ne Moi, pouvez pas? je suis metteur en scène avec Valérie. Je suis un demi-metteur en scène, on va dire. Parce que alors du coup, ça m'intéresse pas de faire la mise en scène tout seul. Je préfère jouer. Alors, je me souviens que pour le Bourgeois Gentilhomme, je vous avais reçu avec Valérie et que c'était juste au moment où, voilà, c'était presque la première et elle voyait le spectacle partir sans elle et vous avec. Ah, ça, c'est la douleur du metteur en Et scène. c'était difficile. Ah oui. Et elle disait, il va le vivre, il va oui. continuer à le vivre Oui. et moi, je m'en vais. Oui. Ah oui, ça c'est... Parce que vous étiez Monsieur Jourdain Oui. et que vous étiez sur scène tous les soirs. Ah oui, ça c'est terrible. Presque. Ça c'est terrible. D'ailleurs, c'est un malaise que tous les metteurs en scène que je connais traversent. C'est-à-dire qu'une fois que la première arrive, la deuxième, la troisième, ils sentent qu'ils ne sont plus utiles. Leurs fonctions se dissipent, s'évaporent. Et même parfois, même si on a besoin de son regard, de revenir de temps en temps voir le spectacle pour le remettre dans le droit chemin, mais parfois, si tout va bien, si le spectacle est réussi, notre rôle à nous, les comédiens, c'est d'aller plus loin que la demande du metteur en scène. C'est-à-dire que on va bonifier normalement le spectacle. Le but, c'est de surprendre même le metteur en scène. Parce qu'il revient de temps en temps. Oui. Il vient voir. Oui. Alors, vous, metteur en scène et Monsieur Jourdain, comment il a beaucoup évolué ce spectacle? Vous l'avez fait, il a maturé. Oui. Le Bourgeois Gentilhomme. Ah, mais c'est l'avantage des spectacles qui se jouent longtemps. Qui sont repris. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, pas de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Mais par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est pas
vers et prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apporte-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Mais par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Vous amusez toujours autant à le faire? Oui, oui. Mais ça, c'est l'avantage de la Comédie Française. Quand on joue un spectacle, à Richelieu, on ne le joue pas tous les soirs, déjà. Donc, il y a une fraîcheur qui est préservée. Une petite tension aussi, non? Oui, est-ce que j'ai pas oublié mon texte? Ça fait 4 jours que je l'ai plus joué. Enfin, oui, oui. En fait, ça entretient le plaisir à jouer, cette alternance. Et en plus, voilà, c'est repris chaque année, mais de manière assez espacée. Moi, j'ai eu l'occasion, même je suis plutôt un acteur du théâtre public, mais j'ai déjà été dans des spectacles qui sont exploités de manière longue dans le théâtre privé, 3, 4, 6 mois. Et là, c'est plus difficile parce qu'il y a une lassitude un petit peu qui peut s'installer. Ce que nous n'avons pas ici. C'est ce qui fait que vous êtes resté finalement à la Comédie Française, parce que vous arrivez pour l'expérience et vous êtes quand même plein de tous ces arts. On parlait de cette polyvalence qui est essentielle, structurelle chez vous. On pourrait se dire c'est une expérience et puis c'est une expérience avant une autre expérience. Et finalement, vous y trouvez votre compte en fait ici. Dans cette pluralité, justement, dans l'alternance, dans les reprises. Il y a un art très, très important aussi, qui est la magie. La magie nouvelle est un outil... C'est quoi la magie nouvelle? Alors, pour faire simple, la magie moderne, c'est quelqu'un qui vient avec un nœud papillon, je caricature. Un chapeau et... qui fait apparaître un lapin dans... Voilà. Bon, bref, c'est une magie à l'état brut. La magie nouvelle, c'est une magie un peu plus insidieuse, qu'on va pas nommer, on va pas voir que c'est de la magie tout de suite. On va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est un outil très important pour raconter des histoires. Donnez-moi un exemple. Comment vous l'utilisez? Par exemple, une forme de lévitation légère. Par exemple, dans Faust, quand je jouais Méphistophélès, qui est un personnage qui est le diable, qui était un personnage maléfique, et donc magique. Eh ben, cette magie, elle était racontée, j'étais en lévitation permanente, je ne vais pas expliquer comment ça fonctionnait, sinon je vais me faire... ça ne se fait pas, voilà. Mais c'était une lévitation qui permet, par exemple, quand je sautais en l'air, je sautais un peu plus haut que la normale, mais pas beaucoup. Oh, j'aimerais bien savoir quand même. Ben, vous ne le saurez pas. Jamais. Saurez pas. Alors, non. C'était un spectacle de théâtre et de magie. Oui, Raphaël Navarro Faust, voilà. et Le Sceau qui sont des magiciens. Et ça, vous avez aimé faire ça? Oui, j'ai aimé faire ça. Évidemment, là, comme c'était mis en scène par des magiciens, il y avait de la magie à outrance. C'était un peu le challenge. Mais on peut utiliser la magie de manière homéopathique. Comme vous utilisez le mime, par exemple. Exactement, ou comme la musique, ou la danse, ou la marionnette, on peut mélanger. J'adore les spectacles qui réunissent tout ça. C'est très challenging, comme vous dites. Ça nécessite quand même une dextérité, une aisance, en plus du texte à apprendre. Mais ça, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander comment vous apprenez vos textes. Ah ouais, mais c'était difficile pour moi, j'ai une mauvaise mémoire. Mais alors, vous disiez, vous n'êtes pas littéraire et je ne le suis toujours pas. Et j'ai cru comprendre que le théâtre, la lecture à la table, quand vous êtes là assis et que vous faites les lectures, c'est toujours aussi difficile. Oui. Après combien d'années au français? Je ne sais pas, mais... Et ça fait vraiment partie de l'exercice. Je suis un mauvais lecteur. Quand je suis assis et que je dois lire... C'est insupportable. Oui, c'est difficile pour moi quand je ne suis pas en volume, c'est difficile de dire un texte. Vous vous intéressez toujours aux sciences? Oui. Il y en a un peu, en fait, dans vos spectacles. Mais oui. Quand vous faites Jules Verne... Mais oui, Jules Verne, c'est un passionné de science. C'est de la science. Bien sûr. Le dernier qu'on a fait, les Sœurs Hilton... Ouais. Donc ce sont deux sœurs siamoises. Deux siamoises,
Même c'est une adaptation qui a été faite par Valérie, mais j'ai quand même pas pu m'empêcher de me glisser dans... Il y a des médecins qui passent par là, des médecins qui veulent les séparer. Vous aviez plein de rôles dans cette pièce. Oui. Voilà. Évidemment. Et elle jouait l'une des sœurs siamoises. Exactement. Mais le rôle du médecin, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire le texte et de revoir l'histoire des rayons X, la naissance des rayons X, parce qu'elles se font radiographier. Enfin bon, bref. Oui. Vous êtes très fidèle finalement je suis passionné au par jeune ça. homme que vous étiez. Oui. Alors, on a parlé du rire et qui est quelque chose d'important pour vous. Vous dites qu'il y a une forme de pied de nez à la mort à vouloir faire rire au théâtre et que les gens se sauvent en riant. C'est toujours ce que vous pensez? Oui. Et en même temps, il y a quand même des rôles. Quand vous parlez de Gubetta, vous excellez et j'imagine que vous prenez un plaisir infini à jouer des rôles beaucoup plus sombres et beaucoup plus plus tragiques. Oui. Ah oui. Mais il y a une manière de pas un rire franc, mais il y a une cocasse. Il est un peu cocasse quand même. Gubetta. Et il écrit. Il a des phrases quand même qui sont des traits d'esprit qui font quand même sourire. Oui, on ne sait pas où on est avec lui. Oui, et puis une méchanceté telle que ça fait presque un peu rire. Non, il va quand même pas aller jusque-là. Enfin, tellement la noirceur est telle qu'elle... Le rire, c'est cette humanité, cette porte d'entrée. Pour moi, le sourire. Attendez, parce qu'il y a rire et rire. Il y a le rire peut se classifier en plusieurs catégories, se classer en plusieurs catégories. Il y a des rires plus basiques. Je vais dire, le rire du jeu de mots est un peu basique pour moi. C'est pas le plus noble. Je vais me mettre beaucoup de monde sur le dos en disant ça, alors que je suis fan de Raymond DeVos. Le rire de soi est important, par exemple. Et quand on interprète des personnages, on essaye de faire rire les gens en leur faisant prendre conscience de leurs propres défauts. Et en donnant un peu de soi-même, c'est ce que vous faites dans Le Bourgeois Gentilhomme. Oui. On rit de sa propre bêtise. Et rire de la bêtise est pour moi une arme essentielle pour la combattre. Parce que prendre conscience, c'est le premier pas pour la combattre. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte qu'on est con. Non, rarement. Non. Les autres, en revanche, on en a bien conscience. Le rire, le théâtre, ça peut faire partie d'une des entreprises de théâtre pour moi. C'est le propos du Bourgeois Gentilhomme. Oui. Vous en êtes où avec Richard III? Ah, mon Dieu. Qui est moyennement drôle, mais sans doute... Non, mais je veux dire par là que je rêve aussi de faire des rôles tragiques. Dont Richard III. Merci infiniment, Christian Eck. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous qui nous écoutez. Rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi 8h, sur les plateformes de streaming avec Quelle Comédie, le podcast, et ma camarade Judith Chen. Bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française. Au revoir, Christian. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie Dalmagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle Comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.